Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce programme consacré au message des candidats. Et donc selon la loi électorale, les candidats ont donc la possibilité soit de lire intégralement leur message ou alors de tenir un entretien avec les journalistes. C'est un programme organisé par le Conseil supérieur de la liberté de communication, selon donc notre loi électorale. Ce soir, nous recevrons l'un des porte-parole thématiques du candidat Denis Sassou Nguesso, M. Bruno Jean-Richard Itoie. Il est ministre en charge des hydrocarbures, mais ici, on le reçoit en qualité de porte-parole thématique chargé des hydrocarbures et de l'énergie, mais surtout aussi, je rappelle qu'il est directeur de campagne locale à Olombo 1, la circonscription de Olombo 1, où il n'y a pas très longtemps, le président de la République, le président candidat, est passé sous une salve à Gamboma. Monsieur Bruno Jean-Richard Itoie, vous êtes porte-parole du président Denis Sassou Nguesso, le président candidat, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Tout à fait. Bonsoir et bienvenue à ce programme. Bonsoir. J'ai donc l'honneur ce soir et le plaisir de représenter lourde responsabilité le président candidat Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle, candidat qui se présente devant son peuple pour renouveler la confiance que ce dernier lui a déjà accordée à plusieurs reprises. Alors, votre candidat, M. Denis Sassou Nguesso, il n'est plus à présenter. Il incarne un peu le pouvoir politique et la puissance politique dans ce pays depuis des années. Vous l'avez reconduit comme étant candidat lors de votre congrès à la fin de l'année dernière. Beaucoup de Congolais se posent la question, est-ce qu'à l'intérieur, vous n'avez pas trouvé un candidat? Pourquoi seulement Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup. Vous savez, c'est toujours très délicat pour nous de parler du président candidat parce que nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire la vérité. Une vérité qui dérange, une vérité qui n'est pas partagée, mais c'est la démocratie, mais c'est quand même la vérité. Et je crois que depuis son indépendance, s'il y a un homme qui a façonné le Congo d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on puisse en penser, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, on dira qu'il a pour lui eu la longévité, mais il y en a quelques-uns qui ont eu 5 ans et on s'est demandé ce qui s'est passé pendant les 5 ans. En tout cas, on a retrouvé un Congo qui était largement en deçà de ce qu'il était au moment où il a pris les rênes du pays. Donc, ce n'est pas seulement la longévité, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps que l'on passe à la tête du pays. Quand on regarde le Congo à la sortie de l'indépendance et on le regarde aujourd'hui, on voit bien que c'est un autre Congo. Et il a bien fallu une volonté politique forte, un patriote de très haut niveau, un homme qui a des idées, un homme qui sait s'adapter aux circonstances, parfois difficiles, un homme qui a une vision claire de ce qu'il veut pour son pays, mais surtout, on ne le dira pas assez, un homme de paix, un homme pour qui l'unité nationale n'est pas un simple slogan, n'est pas un vain slogan, mais c'était vraiment, ça fait partie de son ADN. Et on pourrait citer tout ce qui caractérise cela. On pourrait citer tout ce qui le matérialise au quotidien. Et il n'y a qu'à regarder comment est structuré l'État au moment où il est au pouvoir. Et donc voilà, nous croyons qu'il a fait beaucoup. Et vous pensez qu'il n'y a que ceux qui... Il n'est pas temps aujourd'hui de le laisser se reposer un peu maintenant? Oui, je vais y venir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et il y en a beaucoup qui refusent de voir. Et parce qu'il a fait beaucoup, nous croyons que le Congo est arrivé, grâce à lui, à un moment où il peut rêver de franchir un cap. Il peut rêver d'entrer, pourquoi pas, dans la cour des grands, c'est-à-dire celle des pays qui peuvent rêver de développement. Nous croyons que tous les ingrédients sont là, grâce à lui, parce que ça se construit, ça se prépare, ça se structure, ça s'établit. Et aujourd'hui, après un effort aussi important, confier, je dirais presque, une espèce d'apothéose dans la construction d'un Congo nouveau à quelqu'un d'autre, ça n'a absolument pas de sens. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est aujourd'hui le meilleur. Mais en même temps, et je ne suis pas là pour parler des autres, écoutez, franchement, je crois que, voilà, il y a des faits qui parlent, il y a des choses qui parlent, et je crois qu'ils ne nécessitent même pas de débat.
Début novembre, fin octobre, début novembre, vous avez publié le bilan du président Denis Sassou Nguesso. Et déjà, au sein de votre parti, vous parlez d'un bilan largement positif, alors qu'il y a quand même des poches des gens qui pensent qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Il y en a qui attendent. Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux-là? Et maintenant que vous êtes en campagne électorale, peut-être vous allez les chercher pour les ramener, pour les convaincre. Est-ce que vous partagez ce point de vue, que ce n'est pas forcément largement positif aussi, ce bilan? Écoutez, il y a, comme on dit, ceux qui voient toujours la bouteille à moitié vide et ceux qui la voient à moitié pleine. C'est la même bouteille. Elle est remplie à moitié et il y en a qui ne regardent que ce qui n'est pas encore rempli. Et il y en a qui ont l'objectivité de voir ce qui est déjà fait. Et pour certains, même si c'est rempli à 70%, ils continueront à regarder les 30%. Et même si c'est rempli à 90%, ils continueront à parler des 10%. Oui, il y aura certainement toujours des marges de progrès. Le bilan, il est extrêmement positif. Ça ne veut pas dire que nous avons résolu tous les problèmes. Mais quel pays a résolu tous les problèmes? Ça n'existe pas. Donc, on est toujours en progrès, on est toujours en train d'améliorer, de perfectionner les conditions de vie des populations partout, y compris dans les pays les plus développés, où parfois le taux de précarité des couches les plus faibles est plus élevé que chez nous. Pourtant, il caracole en tête de tous les indicateurs macroéconomiques pertinents. Et donc, oui, il y a un bilan qui est extrêmement positif. Ce bilan pose les jalons, plus que ça, les fondements d'un Congo nouveau, d'un Congo en voie de développement, d'un Congo sur les rails de développement. Et donc, nous sommes très satisfaits qu'il ait fait tout cela. Et à tout point de vue, au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, l'agriculture qui commence à décoller. On a de la pudeur à parler du pétrole. Désolé, le pétrole fonctionne de mieux en mieux et il va fonctionner encore mieux, on l'espère, on le croit, dans les années à venir. Donc ça, ce n'est pas un bilan négatif quand même. Bien sûr, il y a un certain nombre de marges de progrès qui restent. Ces marges de progrès, Denis Sassou Nguesso a décidé de les transformer en piliers, en fondement de son projet de demain. Voilà. Il fait... Ce qui justifie qu'il doit rester pour terminer ce travail. Et il est le mieux placé pour le faire parce que c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui sait pourquoi il a fait, c'est lui qui sait comment il a fait, c'est lui qui connaît la vision. Et donc, oui, il est le mieux placé pour le terminer. Peut-être sur ce chapitre, peut-être une chose, vous connaissez le président Denis Sassou Nguesso depuis longtemps, vous êtes proche de lui, depuis 25 ans vous travaillez sur les questions de pétrole, peut-être une qualité qui fait de lui aujourd'hui l'homme qui doit revenir à la tête du Congo à l'issue de l'élection du 15 mars 2026. Je crois que ce qu'on devrait attendre d'un homme politique de plus important, c'est d'avoir un rêve pour son pays. Il y en a qui l'ont dit clairement, I have a dream, quelqu'un l'a dit. Il y en a qui ont dit autre chose, yes we can. Le président n'a pas utilisé la formule choc, mais il a une vision pour ce pays. Il est très constant pour ce pays. Il se bat pour ce pays. Il s'est engagé en politique, il n'avait même pas 15 ans, parce qu'il avait une passion pour son pays, étonnamment précoce, que cette passion n'a jamais baissé. Cette passion n'a jamais connu la moindre variation. Et il a une vision d'un grand Congo, d'un Congo prospère, nous le disons, et ce n'est pas du slogan, un Congo uni, c'est l'homme de l'unité, d'un Congo prospère, oui, il se bat pour que ce pays connaisse la prospérité. Il a des idées qui devraient permettre d'y parvenir. On en voit les résultats progressifs. C'est un homme de paix. Il y a des circonstances où il aurait pu faire autre chose que de rechercher la paix. Il a recherché la paix. Il y a des circonstances où il était dans une position, on pourrait dire presque de force. Il ne l'a pas utilisé. Il a toujours recherché la paix. Toujours et toujours et toujours. Pour préserver ce Congo de ce que l'on voit ailleurs, de pays qui sont enfoncés dans les conflits depuis des années, des dizaines d'années. Et c'est à force de le faire qu'on a ce Congo, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans l'unité, on n'ira pas très loin. Sans la stabilité politique, et il incarne la stabilité politique de plusieurs manières. Et donc voilà, c'est cet homme-là dont je ne vois pas la passion baisser pour le Congo. Cet homme qui a gardé une âme militante. Et militant, on le voit, y compris sur le plan international. Il se bat pour des causes où il estime que
la justice internationale n'a pas été au rendez-vous, que l'Afrique, pour laquelle il se bat beaucoup, n'a pas été traitée comme il fallait. Il se bat pour des causes difficiles, des dossiers difficiles, alors qu'il est déjà très occupé avec son pays. Il accepte d'aller porter la voix de l'Afrique. On l'a vu à Benghazi, presque sous les balles, aller tenter de sauver la Libye du chaos que l'on voit aujourd'hui. On le voit en Afrique de l'Est, on l'a vu en Côte d'Ivoire, partout, en Centrafrique, ainsi de suite. On l'a vu, l'histoire est têtue, on l'a vu pour l'Angola. Il est l'homme providentiel pour le Congo, en tout cas. Bon, si on dit providentiel, période, quand même. On va dire que je vais trop loin. Non, je crois que nous avons la chance d'avoir cet homme et il est aujourd'hui l'homme de la solution et de la situation. Alors, on va examiner, puisque vous revenez avec un nouveau contrat, celui de 2021 a expiré. Vous proposez un nouveau, celui de 2000, qui commence en 2026, l'accélération de la marche vers le développement. Pourquoi accélération de la marche vers le développement? Alors d'abord, ce n'est pas un nouveau contrat au sens économique du terme. La vision n'a pas changé. C'est un nouveau contrat avec le peuple. C'est un nouveau contrat pour poursuivre ce que le peuple nous a déjà confié. C'est un nouveau contrat pour, oui, en effet, pour aller plus vite. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons progressivement posé les jalons de l'accélération au cours des 2 ou 3 derniers mandats où nous avons parlé de marche vers le développement, puis nous avons parlé de la poursuivre. Aujourd'hui, nous croyons que les ingrédients et le moment est venu pour que nous puissions aller le plus vite possible. On comprend l'impatience des Congolais pour un certain nombre de sujets. Ils ont raison. On comprend l'impatience des Congolais pour un certain nombre de préoccupations qui ne sont pas résolues assez vite. Mais sachez que le président candidat Denis Sassou Nguesso a la même impatience de voir ces problèmes résolus, bien sûr. Il a la même impatience d'aller au-delà de résoudre des problèmes, mais de faire du Congo un pays exemplaire dont on pourrait être fier. Et sachez-le, avec 342 000 km² de superficie, on n'est pas très grand, on n'est pas non plus trop petit. Avec 6 millions d'habitants, on n'est pas très grand, on n'est pas trop petit non plus. Il croit qu'avec ça, nous sommes capables, avec toutes les richesses qu'il a dans ce pays, avec tout le potentiel qu'il a dans ce pays, en mettant les bons ingrédients, et c'est ce qu'il propose là, après avoir fait le travail accompli pendant les derniers mandats, il propose des solutions pour aller vite, à ce que tout le Congo attend, comme lui, la prospérité, la fin de quelques inconvénients qui sont encore vécus par les populations. Monsieur le porte-parole thématique, on va aller franchement, Tout à fait. 2 ou 3 secteurs. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez accélérer? Alors, d'abord, je voudrais commencer par dire comment on va accélérer. Parce que la question, c'est accélérer. Est-ce que c'est encore un slogan? Non. Dans son projet, c'est très clair. Il y a 10 actions à mener pour accélérer. Mais je vais en citer qu'une. Non, pas beaucoup de temps. C'est la première. Pour accélérer, clairement, il faut de l'argent. Oui. Parce que pour accélérer, et on parle d'économie, il faut investir davantage. Il faut financer davantage l'économie. Il faut mobiliser les ressources pour ça. Et il faut commencer par mobiliser les ressources propres. C'est bien ça qu'on vise. Il faut montrer l'exemple avant d'aller demander aux autres. Et c'est la première chose qu'il souhaite faire pendant ces 5 années avec des idées très très précises. 1, réformer complètement une partie de la fiscalité. 2, mieux mobiliser les ressources, notamment grâce à la numérisation de l'ensemble du système fiscal, mais aussi c'est ce que l'on vise, de l'ensemble de l'administration. Et 3, il faut le dire, le pétrole et le gaz sont des éléments qui vont aider à accélérer davantage, puisque nous avons annoncé des chiffres très précis, grâce au travail fait sous son autorité. Il y a un rebond dans ce secteur. Il y a un rebond dans ce sens. Oui. Nous avons annoncé, nous l'assumons, 500 000 barils par jour équivalent pétrole, c'est-à-dire pétrole et gaz. En 2030, c'est dans 5 ans, c'est pas loin, alors que nous produisons 270 000 aujourd'hui. Cela signifie à la fois une augmentation importante du pétrole et une entrée en puissance, une montée en puissance du gaz, avec notamment le bateau Ngouya qu'on a vu, qui devrait nous permettre de multiplier par 5 la production de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Donc il y a l'argent pour... il y aura l'argent. Il y aura progressivement, il y aura une montée en puissance qui permettra, sur le plan financier, de disposer de la ressource. Et pour être très précis, il y en a peu qui le sont, nous avons chiffré l'objectif. C'est mobiliser chaque année 5 000 milliards de francs CFA. De ressources au total. C'est énorme. C'est-à-dire à la fois des ressources propres, et on espère qu'on dépassera le niveau actuel,
en ressources propres. On l'a déjà fait. On espère qu'on va de nouveau le faire. Je dois dire aussi qu'il y a aussi les effets de la diversification. C'est un sujet important. Oui. C'est un leitmotiv pour le président. Et on le voit avec l'agriculture et on voudrait le voir avec l'industrie. L'industrie en général, l'industrie minière, l'industrie touristique, toute forme d'industrie, l'industrie des biens manufacturés. Et donc, les ressources propres, nous espérons qu'elles vont connaître cette montée en puissance pour que nous disposions des moyens d'accélérer, notamment l'investissement qui est nécessaire, entre autres pour les infrastructures de base, sans lesquelles il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'espoir de développement sérieux. Donc, mais évidemment, nous allons continuer à travailler avec les institutions multilatérales, les partenaires techniques et financiers, dans le cadre de nos relations. Et dès aujourd'hui, il y a des sujets très précis sur la table qui pourront être mis en œuvre très très vite, dès le début du mandat. Mais nous avons placé notre économie sous le sceau de ce que nous avons choisi au Parti communiste du travail, c'est la social-démocratie, donc l'économie social-démocrate, qui donne la première place au secteur privé, mais qui en réserve une très importante à l'État. C'est ça la social-démocratie, chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, nous allons travailler à créer les conditions, à améliorer le climat des affaires. On cite des choses très précises dans le projet de société, j'invite les Congolais à le lire, pour que nous puissions attirer davantage d'investisseurs, d'abord locaux, nationaux. Il faut que nous créions les conditions de l'émergence d'une économie locale, d'un milieu d'affaires privé local, mais aussi étranger. Il dispose de ressources extraordinaires, le secteur privé international. Donc, nous devons tout faire pour l'attirer à travers, d'une part, les PPP, les partenaires publics-privés, mais aussi les IDE, j'insiste beaucoup là-dessus, les investissements directs étrangers, qui, en général, structurent l'économie privée et qui sont le signe de l'attractivité du pays, qui sont le signe du dynamisme de l'économie nationale, qui sont les signes de conditions favorables créées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire notamment les zones économiques spéciales que nous sommes en train de développer, les zones industrielles, et ainsi de suite. Donc, l'un dans l'autre, nous espérons que nous pourrons tenir ces 5 000 milliards de CFA nécessaires à l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on accélère? Principalement, pour ne pas en dire trop, très clairement, nous avions 6 domaines de priorité il y a 5 ans. On ne les abandonne pas. On poursuit. Les choses se sont faites. Nous allons continuer. Mais nous voulons choisir 2 que nous ciblons particulièrement. L'agriculture, c'est une constance du président. Il y a des progrès importants. La contribution au PIB progresse. Sur le terrain, dans les marchés, on voit l'impact de ce qui est en train de se faire. Et l'industrie. Voilà. Il est temps que nous puissions lancer une ambition d'industrialisation de ce pays. Et nous avons tous les éléments pour ça. En ne commençant ne serait-ce que par la transformation de nos productions, de nos ressources naturelles, nous devrions pouvoir, là, impulser une industrie lourde, légère, des services au Congo-Brazzaville. Voilà nos 2 ambitions. J'ai envie d'ajouter, ça me paraît un élément important, cité par le président candidat par tous les passés, c'est l'électricité. Nous allons en faire réellement une priorité. Tout est fin prêt pour que nous puissions porter notre ambition à un niveau élevé. Là aussi, les chiffres sont donnés. C'est nous voulons arriver à 3000 mégawatts de puissance installée dans ce pays. Nous sommes à peu près à 700. On a vu aussi votre candidat dans sa tournée électorale à travers le pays, appeler les jeunes, justement, inviter les jeunes à s'impliquer fortement dans l'agriculture. Comment vous allez accélérer concrètement au niveau de l'agriculture? Pas de la mécanisation et de la transformation. Est-ce que ça, c'est possible quand même pour impliquer les jeunes dans ce secteur? Alors, il y a une série de mesures très précises qui sont prévues ici. Nous allons poursuivre, bien sûr, l'effort de mécanisation. Nous allons poursuivre l'effort d'amélioration de la production à travers les ZAP, les zones agricoles protégées. Mais très clairement, il faut aller plus loin que ça. D'une part, il faut réorganiser la paysannerie, il faut réorganiser l'exploitation agricole avec des acteurs individuels, il en restera toujours, avec des coopératives, avec des groupes ou des groupements, avec des entreprises agricoles, peuvent être des start-up, c'est un mot qui est très cher au président. Il avait lancé l'idée il y a 5 ans, start-up agricole, PME agricole, mais aussi il faut aller à l'échelle au-dessus, avoir de grandes entreprises agricoles, nationales et internationales. C'est l'ensemble de ces choses-là qui vont structurer le secteur agricole. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments importants
auxquels il faut répondre. La structuration du marché. Oui. Il faut reconquérir le marché intérieur face aux importations importantes que nous continuons à subir et à déplorer. Il faut reconquérir le marché intérieur. Pour ça, il faut répondre à la demande. Il faut apporter des solutions à ce que les Congolais veulent, à ce qu'ils consomment. Il faut remplacer ce qu'ils consomment qui vient de l'étranger par une offre intérieure, nationale, pour baisser l'importation. C'est tout cela qui, en principe, devrait offrir d'énormes opportunités à la jeunesse, pour peu qu'ils acceptent de s'intéresser à un secteur dont nous sommes en train de démontrer à travers les apps qu'il peut produire une amélioration du pouvoir d'achat, il peut produire une amélioration simplement du pouvoir financier, monétaire des acteurs. Ça y est, aujourd'hui, on voit que l'agriculteur peut gagner de l'argent aussi bien que le citadin, aussi bien que l'ouvrier, pourquoi pas, aussi bien que le cadre. Monsieur le porte-parole thématique, la jeunesse constitue aujourd'hui plus largement votre électorat. Est-ce qu'en dehors de l'agriculture, il y a des choses plus concrètes, plus précises aujourd'hui que vous promettez à cette jeunesse, à l'université, l'éducation supérieure plus largement? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des poches quand même où les jeunes peuvent se retrouver? Le président candidat disait quand même dans l'un de ses messages, la fonction publique aujourd'hui a explosé. On ne peut pas tous dominer dans la fonction publique. Mais est-ce que si on ne va pas dans l'agriculture, il y a des secteurs que vous allez promouvoir pour aider les jeunes à avoir un emploi ou bien à créer de l'auto-emploi? Alors, c'est clair que pour les jeunes, le problème le plus important, c'est l'emploi. Clairement. L'emploi des jeunes est probablement le plus gros challenge de tout pays sérieux qui veut s'engager dans le développement moderne. Une économie qui ne produit pas des emplois est une économie stérile, disent les économistes. Donc, il faut que l'économie produise des emplois. Et parfois, une économie tout à fait performante ne produit pas d'emplois. Mais nous savons qu'il faut à tout prix que la solution que nous proposons pour développer le pays sur le plan économique ait un impact direct sur l'emploi. Alors, ce qui crée l'emploi, ce n'est pas la fonction publique. Oui, nous continuerons à recruter, mais aucun pays du monde n'utilise ces jeunes à la fonction publique, ça n'a pas de sens. Ce qui crée l'emploi, c'est l'économie. Ce qui crée l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Ce qui crée l'emploi, c'est l'innovation. Ce qui crée l'emploi, c'est la créativité. Et dans ces domaines, nos jeunes sont brillants. Et donc, il faut favoriser l'entrepreneuriat. Il faut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut leur proposer toutes les pistes qui, au fond, leur sont destinées, mais peut-être que n'ont pas assez communiqué. Les instruments, les agences, les structures de l'État, les FIGA, ainsi de suite, existent. Il faut que tout ça, dans un dialogue avec les jeunes, soit connu, suffisamment connu, et que les jeunes s'en saisissent. Il faut qu'ils quittent l'idée de l'emploi de l'État comme seule solution, ça n'a pas de sens comme paradigme, et qu'ils deviennent plus entrepreneurs que désireux d'être fonctionnaires. Ici, il y a un travail à faire, et les opportunités, outre l'agriculture, ben évidemment, j'ai presque envie de dire, il y en a, en veux-tu, en voilà. Et ce projet propose d'énormes pistes. On a parlé d'agriculture, l'industrie, évidemment, offre la possibilité par la sous-traitance, par l'artisanerie. Vous savez, l'artisanerie, dans certains pays, est le premier employeur du pays. C'est le cas de la France il n'y a pas si longtemps que ça. Dans certains pays, c'est les PME qui sont le premier employeur. Donc, entre l'artisanerie et les PME, il y a énormément d'opportunités dans le secteur économique divers. Les mines, on peut les citer, l'industrie en général. Vous ne m'empêcherez pas de parler du pétrole, mais j'ai envie de parler surtout du gaz, qui est une filière qui est en train de se développer, notamment par un autre projet qui est dédié au marché local, qui est une chaîne de valeur importante avec des métiers différents. J'appelle les jeunes à s'intéresser à tous ces secteurs et j'appelle les jeunes à venir dans les ministères concernés. Il y a des opportunités qui leur sont réservées. Nous avons des lois sur le contenu local qui sont très fortes, qui sont très volontaristes, qui fixent des principes très importants qu'on n'arrive pas à appliquer parce qu'il faut qu'il y ait évidemment des Congolais, des Congolaises à qui l'on puisse proposer cela et que l'on puisse presque imposer dans le cadre de nos relations avec certains secteurs privés. Donc oui, il y a énormément d'opportunités dans plusieurs domaines. Monsieur le porte-parole thématique, on va vers la fin de cet entretien, mais
Qu'est-ce qu'on peut retenir, je vais dire, vous allez donc peut-être appeler vos électeurs, vos partisans à voter pour votre candidat, mais votre candidat tient à la paix, à la sécurité, à ce que tout se passe bien. Est-ce que là-dessus, pour une élection apaisée, est-ce qu'il y a un message particulier pour vos partisans? Alors, je voulais dire, pas à nos partisans, à l'ensemble du peuple congolais. Il y a là, dans ce pays, il y a aujourd'hui un candidat qui incarne la paix, qui incarne la stabilité, qui incarne l'unité nationale, qui a une ambition pour le pays, qui démontre tous les jours, qui est totalement dévoué à son pays, j'ai envie de dire, qui propose un projet de société solide, équilibré, chiffré, ambitieux, qui a l'expérience qu'il faut pour ce moment qui est encore difficile. Le monde est extrêmement troublé aujourd'hui. On ne sait pas de quoi il sera fait demain. Il faut beaucoup de compétences institutionnelles pour conduire la barque dans ces moments difficiles. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut qu'ajouter que c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour ce pays. C'est le meilleur choix pour que dans 5 ans, nous ayons un Congo complètement transformé. Tout en étant unis, tout en étant dans la paix, dans la stabilité. Donc, j'invite les Congolais à voter massivement pour le président candidat. Son logo, c'est l'éléphant. Je crois que le numéro, c'est 1, d'après quelques indiscrétions que j'ai pu avoir. J'espère que j'ai le droit de dire ça. À voter massivement pour le président candidat, Denis Sassou Nguesso, qui est celui qui peut le mieux garantir l'avenir auquel ils aspirent pour ce pays. Le 15 mars, nous espérons que le peuple va lui donner de nouveau sa confiance, lui accorder sa confiance, et que dès le 15 mars, eh bien, la messe sera dite. Merci beaucoup. C'est la meilleure chose qui puisse arriver au Congo. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien qui, en réalité, est un programme du Conseil supérieur de la liberté de la communication consacré au message des candidats, 7 candidats, à cette élection présidentielle du 15 mars 2026. Et ce soir, nous avons reçu le porte-parole thématique du candidat Denis Sassou Nguesso, M. Bruno Jean-Richard Itoa. Avec lui, donc, on a fait le point, le tour du projet de société, le nouveau, que le président candidat présente au peuple congolais. Merci et à la prochaine occasion.